Le panafricanisme dans le milieu universitaire. Le rôle de l'African Heritage Studies Association et de John Henry Clarke. L'organisation est née d'une manifestation lors de la réunion de l'Association des études africaines de 1968 à Los Angeles. Dirigée par le Dr John Henry Clarke, les chercheurs de descendance africaine ont exigé des changements dans les approches eurocentriques de l'Association des études africaines, l'ASA, et la marginalisation des chercheurs de descendance africaine. En raison de l'échec de l'ASA à se réformer, les universitaires de descendance africaine ont occupé la réunion annuelle de l'ASA de 1969 à Montréal avec le soutien d'universitaires du monde entier. Suite à l'occupation de 1969, les descendants africains concernés sont incorporés à l'AHSA à New York en 1969 à la suite d'une réunion au Federal City College. Le Dr John Henry Clarke était le président fondateur de l'AHSA et James Donner, Leonard Jeffries, Shelby Lewis, Nicolas Eniewu et Edward Scobie étaient parmi les directeurs fondateurs de l'organisation. La première conférence annuelle de l'AHSA a eu lieu à l'université d'Howard en 1970 et depuis, chaque année est organisée une conférence. Il est important de noter que l'AHSA a contesté avec succès le droit de l'ASA à siéger en tant que délégation officielle des États-Unis à l'Association internationale des africanistes de 1973 à Addis Abeba. Le défi a abouti à la sélection du Dr John Henry Clarke, président de l'AHSA, pour diriger une délégation conjointe à AHSA-ASA. La naissance de l'African Heritage Studies Association, AHSA. L'African Heritage Association est née du conflit avec l'Association des études africaines. La confrontation ASA-AHSA eut lieu à Montréal en 1969. Pour ses détracteurs, l'AHSA était considérée comme une menace de l'afrocentrisme dans le milieu universitaire. L'afrocentrisme est considéré comme une construction sociale à l'intersection de l'université et de la politique, mais également des religions et des arts. En 1969, le milieu universitaire est divisé sur la question des Black Studies. Les étudiants afro-américains voulaient la création de programmes d'études noires dans l'histoire des États-Unis et dans le monde. Les étudiants caribéens et afro-américains montrèrent leur mécontentement à Montréal pour lutter contre le racisme institutionnel. Que s'est-il passé pour aboutir à la naissance de l'AHSA? Pour cela, il faut remonter en 1968, une année en arrière. En 1968, donc, l'Association des études africaines, ASA, organise sa 12e réunion à Los Angeles. Cette association compte à peu près 1500 membres et plus de 3000 institutions affiliées, composées essentiellement de personnes d'origine européenne, autrement dit des personnes blanches. Les chercheurs et les érudits de descendance africaine, membres de l'ASA, ont émergé en se faisant appeler le Black Caucus. Ils demandaient à l'association une plus grande intégration des afro-descendants dans les problématiques scientifiques traitant de la question de l'Afrique et des afro-descendants, puisqu'ils ont les connaissances de la communauté. Ces revendications ont été portées au conseil d'administration de l'ASA par John Henry Clarke. Une réunion de travail prévue entre le Black Caucus et l'ASA est annulée. Cette annulation est vécue comme un scandale. Le Black Caucus changea de nom et s'organisa en association. Il s'appelait désormais l'African Heritage Studies Association. Le groupe décide alors de boycotter les réunions de l'ASA d'octobre 1969 à Montréal. L'ambassadeur du Sénégal, Gabriel Darbouzier, et les membres de l'AHSA envahissent la scène lors de la conférence. John Henry Clarke ainsi que les autres membres de l'AHSA soutiennent que l'ASA continue de violer les sociétés africaines et qu'elle perpétue le colonialisme.
Alors, je cite le docteur John Henry Clarke lors de la manifestation de Montréal. Il dit: Nous soupçonnons qu'il s'agit d'une nouvelle ère de colonialisme universitaire et que cela n'est pas sans rapport avec le néocolonialisme qui tente de réasservir l'Afrique en contrôlant les esprits des Africains. Le Black Caucus s'organise alors en comité fonctionnel. Le comité comprenait Leonard Jeffries, qui deviendra bientôt le chef du département d'études noires de New York City College, Harold Weaver, éducateur au Centre d'études africaines de l'Université St. John's, Jamaica, New York, et qui deviendra le président du programme du Rutgers College en études africaines, Shelby Lewis, professeur adjoint au département de sciences politiques de la Southern University Baton Rouge en Louisiane, et aujourd'hui professeur émérite au Clark College à Atlanta, Georgie, Chik Onwuachi, universitaire nigérian, futur directeur du programme de recherche des études africaines à Howard University, Nell Painter, alors étudiante en master d'anthropologie à l'Université de Californie à Los Angeles et aujourd'hui professeure à la retraite de Princeton, Mike Shirless, alors éducateur militant à Washington, aujourd'hui professeur d'histoire à la retraite à Augusta State University, Georgie, et naturellement le docteur John Henry Clarke, qui était à l'époque instructeur pour l'organisation Ayurth Art basée à Harlem, qui deviendra le premier président du département d'études noires et puertoricaines au Hunter College à New York. Les revendications du Black Caucus de la HSA. Le groupe exige que l'étude de l'Afrique soit entreprise dans une perspective panafricaniste ou perspective afrocentrique, qui définit que tous les Noirs sont des peuples africains et nie la tribalisation des peuples africains par démarcation géographique sur la base des sphères d'influence colonialistes. La HSA réclamait la parité raciale au sein de l'ASA, demandant la création d'un nouveau comité composé de 6 Africains et de 6 Européens. Cette revendication nécessitait naturellement une nouvelle constitution de l'ASA pour intégrer les membres de la HSA. La résolution prise pour mettre en place la nouvelle constitution a été annulée, et sous le prétexte que le caucus noir réclamait une histoire selon le point de vue noir. C'est le prétexte donné par Gibbs James, l'ancien secrétaire exécutif de l'ASA. Le professeur belge Van den Berge, alors professeur à l'Université de Washington et spécialiste dans l'étude des relations ethniques africaines, accuse alors les membres de l'ASA d'avoir mis sur pied une association d'apartheid agissant dans la logique du conflit racial. Les politologues James Turner et Rukudzo Murapa condamnent alors l'arrogance de l'érudition blanche, l'exécution des Noirs dans l'histoire, l'exclusion des Noirs dans l'histoire de l'Afrique. Ici, nous avons un document d'archives qui nous montre quels étaient le rôle et les objectifs du Black Caucus mis en place en 1969. Après Montréal, l'AHSA devient une organisation indépendante. En 1970, lors de la première réunion à Howard University, 4 panels de réflexion sont mis en place. Le premier, patrimoine culturel réévalué. Le second, nouvel panafricanisme dans une perspective politique. Le troisième panel, Black Studies and the Struggle for Black Education. L'objectif était ici de proposer des programmes communs dans les départements institutionnalisés d'études noires et pour les organisations de base spécialisées dans l'éducation.
Et enfin, le quatrième panel, nouvelle perspective sur l'histoire des peuples africains. L'idée était ici, c'est pas une idée, hein, c'était une réflexion. Il fallait développer une perspective panafricaine de l'histoire, la perspective panafricaine dite académique. Premièrement, qu'il fallait l'afrocentrisme, ce concept qui fait peur, au début des années 1990, Onwuachi-Chic, Africanist Toward a New Definition, en 1970, donne une nouvelle définition de l'afrocentrisme. L'objectif est alors pour les Africains de se construire un être, un avenir, une philosophie libre, autant dans la lettre que dans l'esprit. Elle suppose un cadre théorique africain dénué de toute connotation occidentale. Au début des années 1990, des débats polémiques à nouveau dans les milieux universitaires américains et européens. D'un côté, nous avons les universitaires africains et afrodescendants comme Molefi Asante, Molana Karenga, Marimba Ani et Théophile Obenga, qui sont pour la perspective, le développement de l'afrocentrisme en milieu universitaire, et ils sont pour la nécessité de changer l'orientation des études africaines d'une perspective extérieure et eurocentrique à un point de vue intérieur et africain. Malheureusement, l'afrocentrisme a ses détracteurs et en aura toujours, et on se doute bien de quel côté ils sont. Les détracteurs se sont concentrés uniquement, naturellement, sur quelques arguments comme la noirceur des Égyptiens ou la compréhension psychologique de la race et de la mélanine. Parmi les principaux opposants, nous avons Mary Lefkowitz, Clarence Walker, Stephen Owen, Owie et François-Xavier Fauvel. Les premiers articles utilisés par les détracteurs utilisaient l'expression idée afrocentrique ou idéologie pour discuter du travail du professeur Dr John Henry Clarke et de la HSA. Dans le cadre idéologique de la HSA, le Dr John Henry Clarke insiste sur la figure centrale dans son organisation du savant activiste. C'est l'expression qui est utilisée durant les années 1970. Les membres de la HSA sont décrits comme un ensemble de savants activistes qui inscrivent leur position d'intellectuels dans les réalités sociales et dans les actions politiques. Par conséquent, l'universitaire militant devient un militant panafricaniste, dépositaire du militantisme noir. Les membres de la HSA sont considérés comme les enfants ou les cousins de Webb Dubois, Marcus Garvey, George Padmore, Kwame Nkrumah et Julius Nyerere. Walter Rodney approfondit cette réflexion en construisant une véritable typologie des types d'intellectuels nécessaires à la libération des Noirs, en plaidant pour des intellectuels aux multiples facettes. Selon lui, il faut nécessairement l'historien qui jette les bases, l'activiste politique qui est du côté de l'action, et enfin le scientifique qui est un habile intellectuel avec de grandes capacités pédagogiques. Le savant activiste est un chercheur activiste. Le chercheur activiste est également un savant activiste. Alors, l'autre spécificité de la HSA est d'avoir mis en avant des historiens de terrain, des historiens qui sont nés dans la rue, des historiens qui ont bâti leur expérience dans la rue. Alors, les intellectuels organiques afro-américains, ils s'opposent naturellement aux intellectuels traditionnels qui, eux, ont été formés dans des environnements intellectuels traditionnels, qui sont souvent considérés comme désintéressés et s'élevant au nom de la raison et de la vérité
au-dessus des intérêts sectaires ou d'actualité, et ils sont liés souvent à leur institution et à leur ordre hégémonique sociétal. Les intellectuels organiques afro-américains, eux, n'ont pas été formés dans les universités traditionnelles, mais ils ont une compréhension critique de leur monde et communiquent leurs idées au public. Ces intellectuels sont formés, comme je l'ai dit, dans la rue. Ils sont également politiquement impliqués et ils travaillent surtout à la recherche de la libération de la communauté. Ils sont bénéficiaires du fait de leur proximité avec la communauté de la tradition noire dans l'histoire, par exemple dans l'histoire des États-Unis, et souvent ils perdent le bénéfice de ces connaissances par le vol de leur savoir par les intellectuels traditionnels. L'expression intellectuelle organique afro-américain est aujourd'hui complètement acceptée par la communauté noire et activiste. Alors ici, je vous propose naturellement une biographie qui nous montre le rôle de l'AHSA et du docteur John Henrik Clarke dans la naissance et l'intégration du panafricanisme dans le milieu universitaire aux États-Unis et par la suite dans le monde.